Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Warriors et de leur excellent lancement cette saison. On va également vous présenter nos joueurs surprises. Pour m'accompagner, c'est avec plaisir que je salue Charles. Bonjour Charles. Salut les gars, salut à tous. Et Florent qui nous fait le plaisir de nous rejoindre une nouvelle fois. Salut Florent. Salut tout le monde. Alors messieurs, on va commencer par quelques points d'actualité que je voulais traiter avec vous, notamment les blessures. Cette semaine, on a eu Chet Holmgren qui s'est fait une fracture de la hanche lors de leur rencontre face aux Warriors, la rencontre des Thunder qui opposaient les Warriors au sommet de la conférence Ouest. Il sera réévalué dans 8 à 10 semaines. On espère que les nouvelles seront encourageantes étant donné la gravité de cette blessure pour un joueur de son gabarit. Et surtout que j'ai hâte de voir les ramifications que ça va avoir sur sa mobilité. J'espère que ça va aller, j'espère que il y aura pas de conséquences au-delà de la remise de sa blessure. Là, ça y est, on commence à voir un peu fleurir partout des articles sur un début de saison marqué par une vague de blessures depuis le lancement de la saison. À l'infirmerie, on a eu des joueurs comme, alors, qui sont encore à l'infirmerie ou qui sont sortis ou qui n'ont pas encore débuté leur saison du tout. Certains, il y a Kevin Durant, Tyrese Maxey, Ja Morant, Jaylen Brown, Stephen Curry qui a été absent 3 matchs, Paolo Banchero, Zion Williamson, Dejounte Murray, Scottie Barnes, Paul George, Joel Embiid du côté des Sixers, Chris Middleton, Kristaps Porzingis, Hartenstein ou encore Kawhi Leonard. Voilà. Alors, ça alimente bien évidemment les débats sur la santé des joueurs, sur qu'est-ce que la NBA pourrait faire ou pas pour améliorer ça, les débats incessants avec les anciens qui disent « Ah, mais je comprends pas les joueurs d'aujourd'hui qui jouent pas ». Florent, les blessures, est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu as trouvé ça plutôt marquant dans ce début de saison? Et est-ce que tu as un des joueurs dont tu voudrais parler plus spécifiquement qu'un autre? C'est toujours malheureusement un passage obligé de chaque saison. Hein. Il y a toujours un lot de blessures. Alors on le sait, ça fait malheureusement partie du sport. Là, c'est vrai que comme tu l'as dit, Oklahoma, ils enchaînent notamment les blessures et en plus les blessures un petit peu au même poste. Holmgren, Hartenstein, tout ça, c'est de la raquette, c'est de la viande. Donc ça tombe très mal pour eux. Écoute, comme toi, j'ai beaucoup d'inquiétude pour Holmgren parce que il est jeune, que ça a l'air d'être quand même une blessure assez sévère et que il sort l'année dernière, il avait fait quand même une saison blanche, ou plutôt il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, ouais. Et sa première saison rookie. Donc forcément, il y a déjà un spot un peu braqué sur lui. La blessure de Zion, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme Mariah Carey, elle revient tous les ans. Donc c'est presque un non-dossier maintenant, la blessure de Zion, c'est inquiétant, mais malheureusement s'y est fait. Après, sur le débat, que faire pour qu'il y ait moins de blessures ou pas, c'est toujours très compliqué. On peut pas quand même nier que médicalement les joueurs sont nettement plus préparés, suivis, etc. qu'il y a 15-20 ans. Donc je suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup de choses au niveau scientifique et médical. Alors c'est vrai que ça joue de plus en plus vite, ça joue avec des mecs de plus en plus bodybuildés, donc peut-être que les contacts... Il y a le spacing, effectivement, tu as raison de le dire. Il y a beaucoup d'entraîneurs, de membres de staff médicaux, d'experts en la matière dans le sport de haut niveau qui expliquent ça en NBA. C'est l'ère du spacing avec des joueurs qui doivent couvrir du terrain comme jamais auparavant, un rythme beaucoup plus soutenu dans le temps en jeu. Enfin, tout ça combiné, plusieurs choses combinées comme ça font que, effectivement, ça permet d'expliquer quand même beaucoup de choses. Le poids des joueurs aussi a augmenté, Ouais, tout à fait. mine de rien. Le poids, c'est les chevilles, c'est les genoux qui encaissent. Donc peut-être que ça a une influence là-dessus. Bon, il faudrait plus des experts médicaux, mais c'est vrai que les poids en plus sont augmentés, mais c'est en muscles, c'est pas en gras, bien entendu. Donc ouais, c'est toujours navrant, mais malheureusement, ça fait partie de la chose. Il y a les calendriers, on sait très bien. Je suis pas sûr que ça joue quelque chose, et je suis pas sûr non plus que ça arrivera. Donc je pense pas qu'il faut regarder de ce côté-là. Non, je pense pas non plus, ouais. Parce que ça remettrait en cause tellement de choses. Ça remettrait en cause toutes les fondations statistiques de la Ligue, historiquement parlant. Mais il y a que ça à faire en fait. Là, ça serait la seule variable d'ajustement aujourd'hui. Bah oui, c'est ça en fait. Mais je pense pas que ça soit quelque chose que la Ligue fera sans y être contraint et forcé, quoi. Sans compter alors vous, c'est parce que vous êtes des amoureux du sport, mais moi j'aime les chiffres, mais au niveau économique, les télévisions, elles ont payé pour 82 matchs.
Tout à fait. Charlie, dis-nous ce que t'en penses, toi. Bah, moi, je pense que le rythme en NBA, il est presque anachronique. Enfin, honnêtement, je pense Hmm. que on est à une époque où la santé des joueurs, normalement, devrait être une préoccupation bien plus importante. Et c'est clair qu'elle est complètement reléguée au second plan par toutes les considérations économiques. Moi, les comparaisons avec ce qui se passait il y a quelques décennies, je veux bien les entendre, mais l'intensité de la ligue n'a absolument plus rien à voir. Aujourd'hui, tous les joueurs sont préparés physiquement comme ils l'étaient absolument pas il y a 15, 20, 30 ans. Donc ouais, moi je trouve que c'est un peu pénible, surtout ce débat en fait on l'a quasiment chaque année, Tout à quasiment fait. au même moment de la saison, un peu avant Noël quoi. On se dit ah bah tiens, encore un début de saison qui est pollué par un nombre de blessures hallucinant. Je trouve que le fait que la ligue cherche à tout prix à empêcher le load management, ça rend en plus la situation. Enfin, si tu veux, ça a un côté complètement, c'est ubuesque en fait. D'un côté, nous, C'est assez malsain, en eh vrai. oui, c'est hyper malsain. Nous, chaque année, on voit qu'il y a de plus en plus de blessures et en parallèle de ça, on voit que la ligue est de plus en plus dure sur le load management. Je suis désolé, je trouve que c'est vraiment très malsain. Alors, je suis pas naïf, hein, je sais très bien que pour des cas comme Zion Williamson, même avec des saisons à 50 matchs, on serait pas à l'abri de nouveaux pépins physiques, ça c'est clair. Joel Mais Embiid, pareil, je pense, ouais, bien sûr. typiquement. Mais c'est vrai que ouais, moi c'est un truc que je trouve je trouve un peu dingue qu'aujourd'hui dans une ligue comme la NBA, la santé des joueurs soit à ce point reléguée au second plan par rapport aux considérations économiques. Moi, je suis tout à fait d'accord que les diffuseurs, ils ont payé pour un nombre de matchs et qu'ils veulent avoir ce nombre de matchs-là, mais n'empêche que ces discussions, faudra peut-être les avoir au moment de négocier le prochain contrat télé, par exemple. Ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Ou étendre la saison. comment ça? Ah oui, Ouais, dans tu la durée. rajoutes En une fait, semaine, ah ouais. enfin, tu commences une semaine plus tôt et C'est ce qu'ils ont déjà fait. C'est exactement ce qu'ils ont fait il y a quelques temps de ça et quelques saisons de ça où ils ont enfin, avant les saisons commençaient plus tard et aujourd'hui elles commencent un poil plus tôt. Je crois qu'ils ont avancé ça d'une semaine ou deux pour justement étaler un peu plus les matchs, éviter les back-to-back, enfin les trucs qui étaient complètement aberrants à certains moments. Ils ont vachement aussi, comment dire, géré les calendriers des équipes. C'est-à-dire que si tu regardes un calendrier, par exemple, l'autre fois, je regardais le calendrier de Denver, et par exemple, ils jouent contre certaines équipes de l'Ouest qu'ils doivent affronter deux fois chez elles. Et ben souvent, ce sont des matchs qui se jouent de façon consécutive aujourd'hui, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Donc, il y a eu une espèce de rationalisation comme ça des calendriers. Euh, pour terminer sur ce truc-là, j'aimerais juste rappeler quand même que le cas Kawhi Leonard et la fameuse plainte qui a été déposée là par un des préparateurs physiques, un des membres du staff des Clippers qui était un des proches de Kawhi Leonard, qui a expliqué justement dans quel état Kawhi Leonard était réellement physiquement et à quel point tout ça n'avait absolument rien à voir avec du load management en fait, et que c'était bien le contraire. C'est pas les Clippers qui faisaient du load management envers Kawhi Leonard, c'est les Clippers qui mettaient la pression sur Kawhi Leonard pour qu'il revienne le plus vite possible en faisant fi de toute raison concernant son état physique réel. Donc, j'ai hâte que j'espère que ce procès, s'il a lieu, permettra de clarifier pas mal de choses. Et je sais pas si ça peut créer une jurisprudence, mais en tout cas, je trouve que l'exemple de Kawhi, là, ce qui a été pointé du doigt par cette personne qui a porté plainte, est hyper intéressante parce que, comme on en avait parlé, c'est avec toi, Charles, qu'on en avait parlé, je crois, on réalise quand même qu'on ne sait rien du tout de ces situations-là, qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup de commentaires dans le vide, sans qu'on connaisse concrètement la situation des joueurs, leur situation médicale. Et quelque part, il y a un moment, faut qu'on arrête de déblatérer des conneries qui tiennent plus du discours politique que de la réalité de la situation, quoi. Ouais, et puis il faut aussi tenir compte des spécificités que représente la NBA. En fait, nous, en tant qu'Européens, on mesure pas toujours à quel point, quand on compare ça, par exemple, au sport européen, euh, la NBA, ça n'a rien à voir. On parle de mecs, pour chaque match, ils doivent faire des longs déplacements en avion. Ils ont un calendrier de matchs, qui est absolument hallucinant. Même si tu l'as dit, la Ligue a essayé de faire quelques efforts pour étaler un peu plus ça dans le temps. Enchaîner des semaines à 4 matchs avec des déplacements d'avion parfois de plusieurs heures, c'est un truc qu'on ne mesure pas. Et pour la santé des joueurs, c'est quelque chose qui a un impact qui est très profond, c'est clair. Ouais, complètement. Donc voilà, donc
Je voulais parler de ça parce que tu as tout à fait raison, Charlie. C'est un débat qu'on a à peu près tous les ans. Tous les ans, il y a les mêmes anciens qui sont là à critiquer les joueurs pour dire oui, nous, dans notre temps, on se plaignait pas, blablabla, on n'était pas blessés. Ce qui est totalement du révisionnisme total de l'histoire. Si tu regardes point par point précisément les choses, à part quelques cas, c'est comme beaucoup de choses dans les débats de toute façon. Voilà. Donc voilà. Prompt rétablissement souhaité pour Chet Holmgren. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, très sincèrement, et on verra ça. Deuxième sujet d'actu que je voulais traiter avec vous, ça concerne Victor Wembanyama qui est devenu le 4e plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 points après LeBron James, Devin Booker et Brandon Jennings. Euh, est-ce que ça vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ce match de Wembanyama? Forcément, beaucoup de monde en a parlé. 50 points, c'est toujours un score. Quand c'est atteint en NBA, tout le monde en parle, ça fait la une. Moi personnellement, je suis rarement impressionné. J'ai besoin de voir les matchs et le match était plutôt solide de Victor Wembanyama. C'était plutôt intéressant. Maintenant, pour moi, ça cache pas non plus son début de saison qui est un peu en demi-teinte quand même. Il faut le rappeler, même si voilà, il y a quelques prouesses statistiques. Mais voilà, Charlie, qu'est-ce que t'en penses de ce match? Bah écoute, je suis assez d'accord avec toi sur son début de saison. Ah bon, faut quand même rappeler que les attentes le concernant sont extrêmement élevées, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a assez peu finalement de progression par rapport à la saison dernière. Alors c'est aussi normal, hein, cet été avec les JO, il a eu peu de temps pour travailler sur son jeu, mais c'est vrai que ouais, moi son utilisation offensive me frustre toujours un peu. Je trouve qu'au niveau des écrans, il a quand même beaucoup de progrès à faire aussi. Alors ça reste un joueur absolument incroyable et voir un joueur français sortir des perfs pareils dès leur deuxième saison, c'est évidemment génial et j'ai adoré regarder ça. Mais c'est vrai que ouais, son début de saison est frustrant. La perf est extraordinaire, mais elle s'inscrit dans un début de saison qui est somme toute assez moyen. Ouais, complètement. Il y a aussi pas mal de discussions sur la distribution enfin, sur son régime de shoot, Bah où oui, il les prend, comment il attaque, sur son jeu, sur son fond de jeu. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il cogite beaucoup Mbanyama, que l'arrivée de Chris Paul a changé pas mal de choses, qu'il tente de nouvelles choses en attaque, justement parce qu'il y a Chris Paul et parce qu'il y a on cherche une évolution dans son jeu. Et j'ai l'impression que Mbanyama a un peu du mal à se positionner dans ce début de seconde saison. Florent, ton avis sur ce match à 50 points et sur le début de saison de Victor? Je crois que c'est le 4e plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à l'avoir fait. Donc Mhm. un beau record de précocité. Vous l'avez dit, ce match-là tombe bien parce que il y avait quand même un début de saison un petit peu poussif, même si voilà, c'est très très bien. On a tellement d'attentes, donc tout devient très vite poussif à Victor. Mais ouais, on attend un peu de régularité surtout, et puis trancher. On a l'impression qu'il y a toujours un peu ce débat. Est-ce qu'on doit utiliser un mec de 2,20 m tir à 3 points, ce qui devient incontrable et infaisable, ou l'utiliser un peu plus en mi-raquette ou sous panier? Lui-même se cherche un peu, les Spurs se cherchent peut-être aussi un peu. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore totalement trouvé la formule pour maximiser ses performances. Pas oublier aussi qu'il a fait les JO. C'est quand même physiquement et psychiquement, c'est fatigant. Heureusement pour nous, ils sont allés très loin, mais c'est quand même des matchs de la fatigue aussi. Donc il y a peut-être un peu une sorte de rookie wall, mais légèrement décalé en début de saison. Donc faudra voir. Et puis c'est sûr que l'arrivée de Chris Paul, oui, modifie un petit peu la donne. Je sais pas. Je pense que c'est une Formule 1 et que les réglages se doivent d'être très précis. Ils n'ont pas encore tout à fait trouvé la bonne chose. Peut-être lui aussi. Il est très jeune, c'est bien normal, mais ouais, moi j'attends surtout de la régularité. Le très haut niveau, c'est surtout, c'est pas les hautes performances, c'est les hautes performances à régularité. Donc j'attends ça de lui. Je préfère à la limite qu'il mette moins de matchs à 50 points, mais qu'il soit régulièrement irréprochable, que voilà, avoir des petits bas et puis ensuite des hauts fantastiques, même si c'est très bien Mm. et ça forge l'histoire de sa carrière. Mais pour moi, c'est la régularité qu'il doit trouver avant tout. Popovic, dont on va parler vite fait, l'a toujours dit quelque part. C'est que pour l'instant, le but avec Victor, ce n'est pas de le brider ni de l'empêcher de faire ce qu'il veut faire sur le terrain. Il y a une sorte
de liberté encadrée entre guillemets de Victor Wembanyama sur ce qu'il a envie de faire et d'exprimer sur le terrain offensivement, défensivement, enfin d'exprimer son jeu librement. Et j'ai l'impression du côté des Spurs qu'effectivement pour l'instant on est dans la construction, on est dans l'expérimentation, on est dans les tentatives pour voir où, quand, comment il est confortable, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Et à terme, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que Victor Wembanyama aille beaucoup plus vite que ce qu'il est humainement possible de faire en vérité pour un jeune joueur comme ça. Je vois également beaucoup de gens qui arrêtent pas de dire sur les réseaux sociaux que Victor Wembanyama est hyper protégé dans les critiques, dans les discours, dans les médias français notamment, que tout ce qu'il fait est formidable, que dès qu'il rate un truc, ah mais non, comprenez bien qu'on est hyper tendre avec lui sur son jeu et sur les erreurs qu'il peut faire. Moi, je trouve pas. Enfin, je veux dire, il vient de finir sa saison rookie, il débute sa deuxième saison. En aucun cas, faut être là à tirer des conclusions définitives sur ce joueur. Enfin, je veux dire, oui, on peut critiquer quand il est pas bon, on le dit, il y a pas de problème. Là, on vient de dire qu'il réalise un début de saison en demi-teinte, ce qui est absolument vrai. Mais ça veut, enfin, qu'est-ce que vous voulez conclure au bout même pas d'une dizaine de matchs de ce gars-là dans sa deuxième saison? Non, et puis il faut pas oublier le contexte aussi. Il y a le contexte, quand je parle du contexte, je l'évoque à plusieurs titres. D'abord, Wembanyama, c'est un joueur de sa génération qui joue dans la NBA telle qu'elle se joue en 2024. Moi, je vois beaucoup de gens qui trouvent qu'il devrait toucher plus le ballon au poste, notamment post-up, etc. Mais vous vous rendez pas compte, la saison dernière, il le faisait déjà très peu, et malgré le fait qu'il le fasse très peu, il était dans les joueurs qui le faisaient le plus de la ligue. On est aujourd'hui dans une NBA où c'est pas le jeu tel qu'il est pratiqué, que ça nous plaise ou non. Et il faut pas oublier l'autre élément du contexte qui est important, c'est qu'aujourd'hui les Spurs sont toujours dans leur processus de construction et ils sont toujours dans un stade où ils ne jouent rien en réalité. Ils sont pas en train d'aller jouer le titre. En plus, il y a la situation avec Popovich dont on va parler juste après, mais dans tous les cas, San Antonio est encore dans un moment où ils essayent des choses, où ils travaillent des choses, et c'est clair qu'il faut pas s'attendre à avoir un jeu extrêmement léché et qui fonctionne tout à fait bien. Ouais, et quand je parle comment dire, de l'influence de Chris Paul, je sais pas si vous avez cette sensation-là, mais quand tu vois les matchs des Spurs, tu vois Chris Paul qui a fait tout ce qu'il a toujours fait dans n'importe quelle équipe où il allait, notamment dans cette fin de carrière, que ce soit aux Rockets, peut-être de façon un peu moindre aux Rockets, parce que les Rockets c'était vraiment une grosse écurie au moment où il a rejoint l'équipe, mais au Thunder par exemple, on peut penser à ça. On voit qu'il est beaucoup dans l'oreille de Victor Wembanyama, qu'il prend vraiment son rôle de tuteur, on va dire, de professeur. Il le prend vraiment à cœur et tu le vois vraiment prendre à partie, que ce soit Victor, Stephen Castle et d'autres joueurs sur le terrain. Tu vois qu'il essaie toujours de leur donner des indications, des informations sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, où ils doivent se placer, à quoi ils doivent penser quand ils prennent le ballon. Et je sais pas si vous êtes cette sensation-là, pardon, mais j'ai l'impression que Victor Wembanyama, en conséquence, comme c'est un joueur assez cérébral, j'ai l'impression que des fois, il cogite beaucoup sur le terrain. Beaucoup plus que la saison passée, où il était beaucoup plus dans l'instinct. Et cette saison, j'ai l'impression qu'il essaye de réfléchir le jeu beaucoup plus qu'auparavant. Et que ça se passe pas comme il voudrait. Et voilà. Et moi, c'est comme ça que j'explique ce début de saison un peu mi-figue, mi-raisin, personnellement. Florent? C'est très juste, ouais. Il y a peut-être en effet, on sait que c'est un joueur qui est assez mature et réfléchi pour son âge, et c'est vrai qu'il voit peut-être que ça ne fonctionne pas, donc il essaie de comprendre pourquoi, il essaie de changer, il essaie peut-être de retester, et c'est vrai qu'il perd peut-être un petit peu en jeu instinctif, etc. Moi, je le reproche pas spécialement de prendre énormément de 3 points. Ce que j'aimerais le voir un peu plus, c'est ce que faisait excellemment bien DeMarcus Cousins, c'est partir autour de la ligne à 3 points et partir au panier. Ça, je trouve que il devrait le faire un peu plus, parce que c'est vrai que, en effet, un joueur au post-up, on n'est plus dans les années 90, on va plus lui lâcher un ballon, il va pas dribbler 5 secondes et finir.
Mais partir haut de raquette avec sa technique, sa vitesse et sa fluidité, je trouve que, et quand il le fait d'ailleurs, c'est très très beau à voir, et deux, c'est rudement efficace. Et moi, c'est surtout ça que j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus. Il n'hésite pas à partir comme ça haut de raquette et pour partir, parce que il est dans ce registre pour moi quasi inarrêtable, parce qu'il a la taille, la vitesse et la technique. Mais ouais, peut-être il se cherche sans doute, hein, mais c'est un gamin, hein, faut pas l'oublier. Hein. Ça reste un gamin qui est très loin de son prime et qui doit encore s'ajuster et laissons-lui le temps. On est extrêmement sévère. Hein. Ce qu'il fait actuellement, il y a beaucoup de joueurs, on aimerait bien qu'il le fasse pour une. C'est clair. Ouais. Mais ouais, mais de toute façon, c'est il en souffrira toute sa carrière. On a tellement d'attentes que la moindre baisse de régime, ce qui pour beaucoup de joueurs serait déjà un très bon match, sera toujours sujet à des critiques. Mais ce sera pas, c'est pas seul. Il y en aura sans doute après lui. Il y en a eu avant lui. LeBron James, dès qu'il met un match à 15 points, il est cramé, il est fini. Ou quand il avait 22 ans, on disait ah, finalement ça marchera pas. Victor, ce sera pareil. Dès qu'il mettra un match à 15 points, voilà, on doutera, ou certains douteront en tout cas, et ce sera comme ça toute sa carrière. Greg Popovich, j'en ai parlé la semaine dernière avec Théo. On avait cette inquiétude sur son état de santé. Depuis le 2 novembre, il n'est plus sur le banc. Et en fait, on vient d'apprendre qu'il a eu donc un AVC, un accident vasculaire cérébral, dont il devrait se remettre entièrement, logiquement. C'est ce qui a été dit en tout cas. Là, il est chez lui en convalescence. Alors, il n'y a toujours pas d'indication de quel moment il va faire son retour, mais voilà. Donc, on croise les doigts personnellement. Enfin, j'ai vraiment hâte de le retrouver et j'espère que tout ira bien pour lui. Parce que voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, je ne suis pas prêt à le voir partir. Rien à péter qu'il ait 75 ans, bientôt 76 ou je sais pas, là, mais je suis pas prêt pour ça. Quelqu'un veut dire quelque chose sur Popovic ou on enchaîne? Non, c'est ça, les doigts croisés. Ouais. Vivement le retour et en bonne santé. Et non pas les croiser. Ouais, non, on va lui souhaiter bien sûr la santé. Moi, par contre, j'ai pas envie qu'il revienne. Je suis désolé, mais à 75 ans, être coach NBA, pour moi, on n'est pas loin de l'hérésie. Et puis, alors il y a deux choses. Un, avec ses problèmes de santé, le refaire revenir sur un parquet à son âge, etc. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et à un moment donné, faut aussi savoir faire passer des petites choses comme la santé avant tout. Alors si les Spurs le font revenir, pour moi, je suis désolé, mais il va falloir assumer une chose, c'est que si un jour il fait un malaise et qu'il meurt sur le parquet, il faudra l'assumer. La condition sine qua non, Désolé Florent. d'être cash, hein, mais. Ouais, non, mais t'as tout à fait raison. C'est extrêmement pertinent ce que tu dis. La condition sine qua non, quand je dis j'aimerais bien le voir revenir, enfin j'ai hâte de le voir revenir et j'espère qu'il reviendra. Quand je dis ça, c'est bien évidemment dans le contexte où il y a aucun risque pour sa santé et que c'est tout à fait possible et que c'est ce qu'il souhaite et que les médecins lui disent c'est bon, il y a aucun problème, tu vois. Et effectivement, le moindre doute sur le fait que un tel incident puisse survenir à nouveau et que la meilleure solution pour lui serait d'arrêter sa carrière, de mettre un terme à sa carrière, je ne saurais que supporter cette décision si tel était le cas, tu vois. Ouais, mais j'ai peur que le problème, c'est qu'en fait, on demande à Popovic, ou même qu'on lui demande pas, que lui dise je veux continuer, et que personne n'est en face, parce que c'est un monument, hein, qu'à un moment donné, on lui dise écoute, non, là, à un moment donné, soyons raisonnables, on arrête, et il faut sécher les choses. C'est très dommage que ça se finisse comme ça, quand même. Ouais, qu'il puisse pas choisir ça. Mais à un moment donné, mais ce serait dommage. On sait qu'avec la perte de sa femme, il a quasiment plus que le basket dans sa vie, mais exactement, ouais. À un moment donné, on va pas non plus l'envoyer en mission kamikaze. Moi, je trouve qu'à un moment donné, à 75 ans, avec le stress que c'est, le fait de prendre très, très souvent l'avion, ils sont sans arrêt dans des avions, avec un AVC, c'est pas très sérieux. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut assumer la décision de jouer avec sa vie, d'une part, et d'autre part, je trouve que c'est le seul bémol pour moi dans sa carrière, c'est qu'il a raté sa succession. Parce que, alors on va me dire, oui, sa succession, il y a plein d'assistants. C'est un peu tôt pour tirer cette conclusion-là, Florent. T'en sais strictement rien. On n'en sait strictement rien. Il n'y a pas non plus grand monde derrière.
Bah oui, mais qu'est-ce qu'on en sait de comment ça se passe en coulisses Peut-être. sur cette organisation et sur à quel point ils sont allés, à quel point ils ont fait leur devoir sur la succession de Popovic. Ça, on n'en sait rien du tout pour le coup. Moi, j'avoue que je suis pas confiant quand même, hein. Je suis d'accord avec toi, dans l'absolu, on n'a pas de certitude, mais Il n'y a de pas ce de nom qui qu'on... sortent. Ouais, voilà, tu vois, de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, des héritiers entre guillemets de Popovic ces dernières années, et je trouve qu'on est quand même pas, on n'a pas de quoi se dire bon bah c'est bon, il y aura aucun problème le jour où il sera plus là, hein. Mais j'irais même plus loin. Il a eu des héritiers, mais ils ont tous fait carrière ailleurs. Et moi, ce qui me gêne, c'est le ailleurs. Il y avait Enfin, Beckham, il y avait ouais. Budenholzer. Il y en a plein qui ont fini ailleurs et qui ont Non des mais très bonnes carrières. C'est un les gars, héritage. C'est pas un vous héritage demandez aux Spurs. enfin, il y a enfin, je sais pas. Dites-moi un seul club, enfin une seule franchise qui a géré le départ d'un coach légendaire d'une manière enfin avec dans les temps et qui a réussi la transition et tout ça. Ouais, Qui? mais lui avait le contexte. Il est là depuis très longtemps. Il se fait pas virer. Toi, il y avait moyen de construire quelque chose quand même. C'est D'accord, pas mais tous les héritiers de Popo, enfin je veux dire, la ligue est coachée, par je des veux dire, assistants coach, ouais. par Mais ailleurs. des assistants passés par Popovic. Je veux dire, Ok, mais c'est lequel de ses assistants quittera son poste actuel pour aller aux Spurs pour prendre la suite de Popovic s'il arrête cette saison, tu vois? probablement aucun Bah puisqu'ils ont des voilà. contrats. Oui, mais Bah donc Oui, ouais, quand mais on parle de sa succession, on parle de sa succession à San Antonio, ah pas de oui, sa hein. succession dans la ligue. mais je sais bien, j'ai bien compris, mais ça devient impossible à partir du moment où le gars a formé des coachs qui sont parmi qui font partie aujourd'hui de l'élite de la NBA, mais qui sont partis parce que ils ont décidé de voler de leurs propres ailes. Où ils ont Mais compris qu'ils auraient jamais la main. à, Becky Hammond, à- franchement, Becky Hammond, on à ce nous a dit moment-là, pendant oui. des années qu'elle allait prendre la succession. On voit bien qu'à un moment donné, elle a bien compris, comme tous les autres, qu'elle aurait pas la succession, pas tout de suite, et elle est partie. Tant mieux pour elle. Mais elle, comme tant d'autres, Elle est partie faire autre chose aussi. Enfin, je sais pas. ouais, bon, Je pense pas au niveau d'une franchise, au niveau des proprios et du front office, ce soit enfin, la question de la succession de ton coach principal, quand bien même il est en fin de parcours et ainsi de suite. Je pense que c'est pas quelque chose que tu peux programmer comme ça euh, à ce point en avance, quoi. je suis totalement d'accord avec toi, Très sauf au clairement, sport. parce que il y a beaucoup trop de choses que tu ne maîtrises pas. Sauf quand Comme, t'amorces une reconstruction comme l'a fait San Antonio, quoi. Je pense que c'est la seule franchise qui pouvait le faire. Ailleurs, je suis d'accord que c'est impossible. mm, Hein. Parce que d'ailleurs, la plupart des je coachs trouve ça, restent pas si je trouve longtemps que ça ça. beaucoup demandé, je trouve ça beaucoup demandé aux Spurs, mais, Mais on voilà, demande beaucoup aux Spurs parce que c'est une des franchises les mieux gérées de ces 20-25 dernières années, tu vois. c'est sûr. On n'est pas en train de parler des Wizards, quoi. C'est Bah, ça. on verra à la limite comment font les. Et encore, c'est un contexte un peu différent, mais la franchise qui se rapproche le plus, c'est Miami avec Spoelstra. Mais et encore, c'est un petit peu différent aussi parce que Spoelstra est jeune. Popovic, on sait quand même. Enfin, il a pas 75 ans depuis hier. Hein, ça fait quand même quelques années. Donc, ils auraient pu amorcer un petit peu un truc. C'est un contexte très particulier. Je suis peut-être un peu exigeant, mais je trouve que c'est le seul petit point noir qu'il a dans sa carrière, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas désigné pour moi, à 70 ans, il aurait dû désigner l'un de ses assistants et lui dire, Mais vas-y. il en a eu tellement. Bah oui, mais ils sont Comment tous tu veux derrière. désigner? Parce que enfin, la plupart de ses assistants ont tous grandi dans leur rôle et au bout d'un moment sont partis prendre des postes ailleurs. Tu comprends? Et Popovic n'avait aucun droit ni le pouvoir de les retenir en disant attends, reste là parce que ça sera toi mon successeur. Vous comprenez? C'est impossible. C'est absolument impossible comme truc. C'est totalement. Je comprends bien hein, l'idée, mais c'est totalement impossible. C'est infaisable. Sinon, il aurait gardé Budenholzer, tu vois. Par exemple, Budenholzer aurait été le coach absolument parfait pour reprendre la suite de Popovic. Ouais. Alors remarque, Budenholzer, lui, peut-être qu'il sera bientôt, enfin, si ça se passe Dispo. mal, tu vois, genre, c'est peut-être celui qui a le moins de garantie d'être s'inscrire sur la durée à son poste actuel, quoi. Mais je pense que parmi les assistants de Popovic, je sais pas, j'ai pas réfléchi à ça pour le coup, mais j'ai l'impression que Budenholzer est quand même d'assez loin
l'assistant avec le plus de succès ensuite dans sa carrière de coach, quoi. Ah bah c'est le seul qui est titré, non, si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais. Ouais, je De crois. toute façon, il y a pas beaucoup de coachs qui sont titrés, hein. Non. Ça, c'est sûr. Donc, en Il a vérité, gagné c'est le ça. match. On va enchaîner. On va parler de LeBron James, qui est devenu, lui, le plus vieux joueur de l'histoire, enchaîné 3 triple-doubles consécutifs. C'était le 106e triple-double de sa carrière. Il y en a 40 parmi ces 116 avec un triple-double à 30 points au minimum au compteur. Voilà, LeBron James qui continue de défier les statistiques, d'accumuler les chiffres, de remplir les cases. Voilà. Et ça m'a fait rigoler parce que ce match contre Toronto, où il va chercher son rebond là, comme un mort de faim, alors que les Lakers sont devant de plus 17 points. Ça m'a fait un peu rigoler quand même. Mais bien, c'est bien LeBron. 3 triples doubles Bien, les consécutifs. Browns. C'est bien. Là, je vais pas dire, toi, à 40 ans, je trouve que c'est pas normal qu'un mec joue en NBA. Là, non. Bah, tu vois comment t'es. Mais là, il n'y a pas de risque. Ouais, c'est quand même, ouais, enfin, ce qu'il fait à 40 ans physiquement, c'est quand même, c'est absolument monstrueux. Alors, certes, il fait tout pour aller les chercher, hein, ses records, je m'entends bien, hein, mais bon, c'est quand même sacrément impressionnant. Mais oui, mais complètement. Ça défie il défie le sens commun, LeBron James, Ouais, clairement. ouais, Et c'est complètement fou Tout à l'heure, on parlait des blessures. Faut bien se réaliser que ce gars-là, Dieu sait qu'il a été puni par les défenses adverses tout le long de sa carrière. Et il n'a jamais eu de blessure majeure qui l'a tenu loin des parquets longtemps. Et quand tu vois la production qu'il a encore aujourd'hui. Alors après, je sais pas. Là aujourd'hui, les Lakers, est-ce que ça joue quelque chose les Lakers, Charlie? Ils ont bien commencé, ouais. mais c'est retourné dans la mauvaise dynamique là. Bon, écoute, il joue quelque chose quand Anthony Davis est en forme, quoi. Voilà. Ouais, voilà, ouais. Donc il joue rien. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il joue au basket, c'est déjà pas mal, ça n'a pas toujours Ouais, été le cas. ça c'est vrai. Non, mais ouais, c'est comme ça. LeBron James est en train de se battre avec les livres d'histoire plus que pour le titre, clairement, quoi. Oui, ça c'est vrai. Et c'est comme ça. Mais force à lui, c'est épatant. Enfin, c'est ligne statistique en moyenne, c'est absolument irréel. C'est marrant comme Donc ça sonne pas sincère. ah mais si, non, je suis sincère. Non, mais je C'est ça. plaisante, bien Je te, sûr. je te provoquais tout à l'heure. Je voulais être je voulais faire mon LeBron hater. Même si je suis persuadé de ce que je viens de dire. Enfin, son petit rebond là, il était, hein, il Oui, s'est oui, jeté dessus, hein. bah, Tiens, évidemment. c'est pas moi ça. Ah, il connaît trop la valeur de ce genre de record pour le jeter, tu vois. Mais oui, il est comme ça, LeBron. On va parler des Warriors. Attention, les revoilà. Alors, Golden State, franchement, c'était pas évident, je pense, de parier sur eux en début de saison. En tout cas, dans ma tête, je ne les imaginais pas être au coude à coude avec le Thunder pour la première dizaine de matchs joués. Alors voilà, qu'on soit bien d'accord, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est on se base sur la dizaine de matchs qui commence la saison. Donc voilà, il faut prendre des pincettes par rapport à tout ce qu'on dit. Mais quand même, quand on voit que Stephen Curry a manqué 3 rencontres sur blessure pour démarrer les hostilités, moi je suis quand même assez épaté par cette équipe de Golden State. On voit Draymond Green qui est à nouveau dominant défensivement, qui est impeccable dans la distribution du ballon encore une fois. Andrew Wiggins qui semble avoir retrouvé son énergie après malheureusement le décès de son père fin septembre, dont l'état de santé en déclin avait été une préoccupation majeure pour le joueur depuis plus d'un an. Je rappelle qu'il a joué 37 matchs en 2023 avant de rejoindre l'équipe pour les playoffs, mais forcément pas du tout la tête dans la compétition, alors que ils ont quand même atteint les demi-finales de conférence pour se faire éliminer face aux Lakers. Là, Steve Kerr utilise une rotation étendue avec 11 joueurs à plus de 15 minutes par match. Aucun d'entre eux n'est au-dessus des 30 minutes. C'est ce qui est assez rarissime en NBA. Et on a surtout un Buddy Hield en feu qui fait étalage de ses prouesses offensives au tir. Il est
plutôt combatif également en défense. Franchement, c'est assez incroyable. C'est pas du tout un minus comme il a pu l'être au cours de sa carrière. Pour le moment, petit échantillon, certes, mais les Warriors affichent la troisième meilleure attaque de la ligue, la quatrième défense également. La blessure de DeAnthony Melton est un coup dur, mais la profondeur de cet effectif, je pense, devrait permettre à Steve Kerr de maintenir le cap jusqu'à nouvel ordre, tant que les joueurs arrivent à afficher une telle efficacité sur le terrain. Florent, à quel point ces Warriors sont une surprise pour toi? Ouais, ils sont surprenants. Ils sont quand même quoi, à 9-2, c'est ça leur bilan? Ouais. C'est quand même un sacré. Oui, c'est une surprise. On les voyait plutôt play-in. Là, tout va bien. Ils sont surprenants, ouais. Alors, ils sont surprenants aussi, comme tu l'as dit, parce que il y en a pas beaucoup qui jouent plus de 30 minutes, aucun, et il y en a beaucoup qui jouent. Je crois qu'il y a 13 joueurs qui jouent au minimum 10 minutes, ce qui est aussi beaucoup, hein. C'est-à-dire que Ouais, ça c'est ce fait que une ouais, journée et c'est tout le ça. monde Ouais. joue. Bah écoute, Draymond Green a retrouvé une fontaine de jouvence. Il est en pleine forme, Draymond Green. Il pète le feu. Je sais pas ce qu'il a pris, mais défensivement, je trouve qu'il a retrouvé vraiment ses cannes d'antan. Et puis l'intelligence l'intelligence de ce gars dans ses déplacements défensifs, mais c'est n'importe quoi quoi. Ouais, il a compris le basket, lui. Ah bah il est c'est il a un traducteur permanent dans sa tête quoi, c'est clair quoi. Mais, mais donc c'est l'une des raisons. C'est vrai que Draymond Green était vraiment en pleine forme. La greffe Buddy Hield, bah, finalement, a plutôt bien pris. Euh, Pas un peu bien pris, c'est une révolution dans leur jeu quoi. La vache, je vais en parler plus tout à l'heure, mais c'est complètement fou. Ah bah, il me semble qu'il a pris plus de 3 points d'ailleurs que Stephen Curry, ce qui n'a pas dû arriver souvent dans l'histoire des Warriors depuis que Stephen joue. Mais ouais, et en plus avec une adresse assez folle. Alors est-ce que l'adresse va durer comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas il est en pleine forme. Je suis content de revoir un petit peu Andrew Wiggins, qui l'année dernière avait une saison compliquée, notamment pour des raisons voilà un peu extrasportives. Ça a l'air d'aller un peu mieux et on sait qu'il est très très important pour les Warriors. Donc ça fait plaisir. Tout va bien. Est-ce que ça va se maintenir bah ça c'est plus compliqué. Est-ce que Draymond Green va continuer à garder ce rythme-là? Est-ce que tous les curseurs sont au beau fixe? Est-ce que ça va continuer? Ils défendent pour l'instant très bien. Moi, je suis surtout surpris de ça. Je Ouais, trouve que carrément. alors Draymond Green en est l'artisan numéro un, mais même globalement, je trouve que c'est pas si mal. Même Buddy Hield, qui est quand même pas réputé être le meilleur défenseur de la ligue, je trouve qu'il fait le taf. Il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il faut, pardon. Donc pour l'instant, les voyants sont verts. Je trouve qu'il y a alors je sais pas si c'est une gestion ou pas volontaire, mais j'ai l'impression quand même que Steve Kerr gère pas mal Stephen Curry, qui a même pas 30 minutes de temps de jeu, ce qui a pas dû non plus arriver très souvent dans sa carrière. Sans doute économiser un petit peu en début de saison pour l'après-saison, enfin pour la seconde partie de saison où il jouera sans doute un peu plus. Là, je trouve que c'est très malin. Est-ce que c'est volontaire ou pas, j'en sais rien. Ou est-ce que ça va durer toute la saison? À mon avis, je pense qu'il va rejouer un petit peu plus après. Mais non, tout va bien. Melton, malheureusement, s'est blessé. Et puis, on a parlé de la greffe Buddy Hield, mais finalement, ils ont bien géré l'après Klay Thompson, qui Ouais. finalement on n'a pas l'impression qu'il y a un vide béant laissé par Klay Thompson. Hein. Donc, ils ont réussi à tourner la page. Tout va bien. Grosse surprise, c'est sûr. Je pense que ça va redescendre quand même un petit peu. À un moment donné, faut pas se leurrer. Mais en tout cas, ils font un très bon début de saison. Charlie, les Warriors, qu'est-ce que Bah, tu retiens de ce début de saison Bon, de leur effectivement, côté? leur début de saison, il est remarquable. T'as parlé du bilan comptable, de leur efficacité en défense, en attaque, leur backcourt, je crois, en cumulé, Curry Hill, ça doit être 45% à 3 points. Ça joue bien, collectivement, c'est fluide. Je crois qu'ils sont parmi les meilleures équipes de la ligue en assist ratio. La marque est très bien répartie. On n'est pas du tout sur un one-man show d'un Curry qui tournerait à 35 points par match. C'est vraiment pas le cas. Défensivement, vous l'avez dit, Draymond est incroyable. Wiggins aussi y apporte beaucoup. Ça fait du bien de les voir tous les deux présents physiquement pour Wiggins, et même Draymond très bien dans l'état d'esprit. Les jeunes se battent, la présence de Peyton fait du bien. Enfin, tout le monde est dans l'esprit. Il y a un vrai collectif, comme on pouvait en voir côté Warriors il y a quelques saisons. C'est vraiment très plaisant à suivre, et c'est clair que ils donnent des garanties défensives qui nous donnent un peu envie de croire que cette équipe peut continuer à être plus performante que ce qu'on le pensait. Alors peut-être pas au niveau du sommet de la conférence Ouest, mais quand même plus haut. Nous, on les mettait plutôt au niveau du play-in. Là, ils donnent quand même des gages plus intéressantes.
Voilà, je trouve ça sympa. On a vraiment l'impression que tout le monde accepte son rôle. Un mec comme Kuminga, par exemple, qu'on pouvait un peu voir ces dernières saisons comme étant quelqu'un d'un peu impatient, très confiant en ses qualités, donc qui pouvait avoir tendance à réclamer un rôle plus important. Bah, visiblement, ça lui pose aucun souci d'être en sortie de banc. Bon, voilà, je trouve que ça se passe vraiment bien. Buddy Hield, vous l'avez dit, fait un très très bon début de saison. Alors, moi, j'avoue que c'est Buddy Hield, ça me surprend pas énormément. On sait que c'est un joueur qui, en saison régulière, est capable d'avoir énormément d'impact. J'attends de le voir continuer sur ce rythme-là défensivement. J'attends aussi de voir ce qu'il peut donner en playoff. Bon voilà, moi le seul truc c'est évidemment croiser les doigts pour qu'il soit préservé des blessures, surtout Curry, Draymond et Wiggins, parce que c'est quand même ces trois-là qui forment la colonne vertébrale de cette équipe. Mais si c'est le cas et qu'ils sont préservés des blessures, j'ai assez hâte de voir jusqu'où cette équipe peut aller. Ouais. Ouais, tu soulignes des points très très intéressants et qui sont effectivement à la racine de ce qui se passe du côté de Golden State. C'est-à-dire que Andrew Wiggins, on peut parler d'une résurrection. On retrouve le joueur de 2022 Et ça fait vraiment plaisir de le retrouver. Hein. ouais, qui a été à ce point important. Et on en avait presque oublié à quel point il est important parce qu'il a il a une adresse solide. Défensivement, il est incroyable. Il est capable de défendre sur les meilleurs joueurs sur le périmètre. Et c'est vrai que athlétiquement parlant, c'est un problème pour tous les attaquants. Enfin, il est capable de rester avec n'importe qui. C'est un des rares gars que je vois défendre de façon excessivement crédible sur Luka Doncic, par exemple. Alors Dieu sait que Doncic met à l'amende à peu près tout le monde, 99% de la ligue. Donc c'est quand même assez, enfin, c'est absolument important que Andrew Wiggins ait retrouvé des couleurs et son association avec Draymond Green est effectivement ce qui porte aujourd'hui la défense de Golden State. Gary Payton également est pas mauvais là-dessus. Melton, c'est pour ça que c'est un peu con qu'il soit blessé. C'est également un très très bon défenseur. Euh, la rotation élargie, on en a parlé, mais Jonathan Kuminga qui avait commencé la saison avec potentiellement un rôle de starter a été relégué sur le banc aussi parce que il est pas d'une super grande adresse sur le terrain. Il a démarré 3 matchs Kuminga avant d'être recalé dans la rotation et au final il s'en sort très bien parce qu'on aurait pu croire effectivement qu'il continue à bouder parce qu'il a pas signé sa prolongation de contrat avec Golden State et qu'on aurait pu se dire attends Kuminga il signe pas, il se retrouve sur le banc une nouvelle fois alors qu'on lui avait promis mais finalement il joue des minutes et quand il est sur le terrain, il a le ballon dans les mains. Il lui donne des responsabilités et pour l'instant, il se montre plutôt à la hauteur de ces responsabilités-là. Podziemski a pas encore du tout démarré sa saison comme il faut et lui, c'est un des gars qui pourrait exploser à n'importe quel moment et qui pourrait encore venir rajouter une production positive du côté de Golden State. Mais voilà, après moi, c'est clairement Buddy Hield qui est absolument fou, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est le coéquipier parfait pour Stephen Curry. C'est un duplicata des Splash Brothers. Alors c'est pas du tout Klay Thompson, hein. C'est un autre type de joueur. Mais alors le volume à 3 points de ce type-là est complètement fou, quoi. Et son adresse est dingue. Sur les 8 premiers matchs de la saison, Buddy Hield, c'est quasiment 61% sur ses catch and shoot à 3 points et c'est 74% de réussite sur ses tentatives grandes ouvertes. Il y a personne qui fait ça. C'est complètement dingue. Et il fait tellement flipper tout le monde sur le terrain. Si tu regardes la gravité qu'il a, c'est quasiment comparable à celle de Steph Curry. Alors qu'est-ce qu'ils font le coaching staff des Warriors? Et parfois ils mettent Stephen Curry et Buddy Hield ensemble. Ils les font jouer dans des jeux d'écran. Soit du côté ballon, le strong side, soit à l'opposé, le weak side, et ils obligent les défenses à prendre des décisions. Et c'est complètement fascinant en fait. Tu regardes les défenseurs, ils savent plus quoi faire. Ils se retrouvent à chaque fois dans des positions qui sont absolument impossibles. Et puis t'as Golden State avec ce jeu, c'est ce mouvement permanent des joueurs qui n'arrête jamais, cette espèce comment dire de flux continu de passes et de mouvements des corps et c'est absolument génial quoi. Et Buddy Hield est en train de faire la meilleure saison de sa carrière mais de très loin. Il a un ratio d'efficacité qui est supérieur à Kevin Durant et à Donovan Mitchell actuellement. Alors je pense pas que ça va durer
effectivement, je pense il y a un moment, il va un peu redescendre sur terre et normaliser sa production, qui sera plus proche de ce qu'il fait. Mais pour l'instant, force est de constater que le rôle que lui a donné le coaching staff, la manière dont il l'utilise est excellente. Et pour moi, c'est la claque de ce début de saison, c'est Buddy Hield, clairement, du côté des Warriors. Et Charlie, t'as tout à fait raison. Cette équipe en régulière, je pense que ça peut tout à fait fonctionner, matcher contre n'importe qui. En playoff, par contre, je trouve que ils ont une configuration qui les rend vulnérables face à certaines équipes, malgré tout, je pense. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais quand même. Mais pour la régulière, j'ai l'impression que ça peut tenir le coup. Ouais, on va voir comment ça évolue en régulière, mais je suis d'accord avec toi, oui, s'ils sont préservés par les blessures, il y a quand même, il y a pas de raison pour qu'ils s'effondrent, en tout cas. Florent, un ajout sur les Warriors ou pas? La petite problématique, ça reste quand même les porteurs de balles. Ils en ont pas foison. Ça, comme tu l'as dit, en playoff, ça peut leur poser des petits problèmes. Ouais, c'est là où Podziemski est hyper important. Alors, il joue pas mal de minutes, hein, Podziemski. Il joue plus de 25 minutes par match. Mais pour l'instant, en termes d'efficacité, c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est pas du tout dans la même veine que la saison passée. Cependant, moi, j'ai aucun doute sur la qualité profonde de ce joueur, quoi. Moses Moody, c'est plutôt très encourageant ce qu'il propose aujourd'hui. Gary Payton, pareil. Melton, ils en ont besoin, selon moi, clairement, pour sa défense, pour son intelligence de jeu. Kyle Anderson, putain, l'impression que le gars, il a été créé pour jouer aux Warriors, lui aussi. C'est vrai. Faire ça. Ouais, et puis alors, Dieu sait que lui, c'est pareil. En termes d'efficacité offensive, pour l'instant, c'est pas trop ça. Il a pas encore trouvé... il a pas encore trouvé son rythme, donc j'ai l'impression qu'il y a une petite marge de progression encore possible côté Warriors, ou du moins il peut y avoir un rééquilibrage à partir du moment où Buddy Hield, je sais pas s'il va redescendre, s'il va rester incandescent comme il l'est aujourd'hui, mais on verra bien. Mais cette équipe, franchement, le fait que Buddy Hield soit à ce point efficace et ne fasse pas couler cette équipe défensivement, quand il est sur le terrain, c'est une énorme gifle pour moi. Je pensais vraiment pas que ça se passerait comme ça. Et puis alors, si tu regardes les chiffres actuels de lui et Curry ensemble sur le terrain, c'est grotesque. C'est n'importe quoi. Quand ils sont tous les deux sur le terrain, ils laminent n'importe quel de leurs adversaires, quoi. C'est presque drôle, en fait. Après, voilà, on n'a pas beaucoup de. Les chiffres sont hyper sont boursouflés en raison du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs joués. Donc tout ça paraît grandiose, alors que qu'on va retomber sur des chiffres beaucoup plus raisonnables d'ici quelques semaines. Mais ça me fait rire. Un mot de fin sur Warriors, quelqu'un ou pas? Bon, écoute, on attend de voir, effectivement. Moi, j'avoue qu'effectivement, je fais un peu partie de ceux qui pensent que Buddy Hield va rentrer un petit peu dans la norme, même si j'ai tout à fait conscience du fait qu'il profite énormément de ce qui se passe autour de lui et qu'il est peut-être dans l'équipe parfaite pour lui. Mais on va voir combien de temps ça dure. Hein. Ouais, c'est fou. Je trouve ça trop dingue. On va partir sur la dernière partie du podcast, les bonnes surprises de début de saison. Donc, je vous ai demandé à chacun de sélectionner 2 joueurs. J'ai sélectionné moi-même 2 joueurs. Et si vous le permettez, je vais commencer. Parce que je voulais parler de Christian Braun. Mon premier choix, c'est Christian Braun, qui est la belle surprise des Nuggets en ce début de saison. Et ça me fait marrer parce que ce joueur est en train de donner raison, pour le moment, à Calvin Booth. Raison d'avoir osé faire le pari de la jeunesse en laissant partir Kentavious Caldwell-Pope pour l'installer dans le 5 majeur. Alors, j'entends déjà ceux qui vont dire « Ouais, mais quand tu joues avec Jokic... » Jokic qui continue d'élever son niveau de jeu. Savez-vous que le meilleur joueur de la ligue peut encore être meilleur que ce qu'il l'est déjà? Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Effectivement, quand tu vois Jokic, comment il est capable d'augmenter, enfin d'influencer la productivité des joueurs avec lesquels il partage le terrain, Christian Braun bénéficie clairement de ça. Oh que oui. Mais il y a quand même des choses qui sont importantes dans son jeu à Christian Braun et que KCP n'apportait pas forcément. Alors, il est plutôt à droite à 3 points, mais il n'est pas sur le même volume que KCP.
clairement, ne serait-ce que la saison dernière. Cependant, Christian Brown est excellent dans les coupes vers le panier, dans le jeu en transition. Il s'est scoré dans la peinture. Je crois qu'il est à plus de 8 points par match dans la raquette, alors que Kentavious Caldwell-Pope, c'était 2 points tout au plus. Il y a une force physique qui est un atout non négligeable, notamment à commencer pour la défense, mais aussi pour s'imposer dans la raquette, justement. Tu le vois beaucoup aller au contact. Il est capable de défendre sur un plus large éventail de joueurs, j'ai l'impression. Alors, KCP était hyper doué pour naviguer autour des écrans. C'est une de ses plus grandes forces en tant que défenseur. Mais cependant, on l'a bien vu face à Minnesota, notamment la saison dernière en playoff. Quand il y a des arrières un peu plus physiques, il avait plus de mal à rester au contact et à s'imposer. Et Christian Brown est capable de proposer ça et de répondre présent pour ça. Et c'est très drôle parce que lui et Russell Westbrook ont totalement modifié le jeu des Nuggets. Par conséquent, il y a un rythme beaucoup plus élevé. Tous les deux partent beaucoup en contre-attaque. Ils provoquent beaucoup plus de fautes à tel point qu'ils sont aujourd'hui, pour l'instant, combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais ils sont premiers de la NBA devant les Lakers, ce qui est un exploit en soi. Être devant les Lakers en lancer franc tenté par match, on n'a pas souvenir de quand c'est arrivé. Tu peux pas t'en empêcher. Hein. Non, je peux pas m'en empêcher. Je terminerai en disant que Christian Brown avec Julian Strawther et Peyton Watson sont en train d'injecter de la jeunesse et du dynamisme dans un effectif qu'on avait cruellement besoin, selon moi. La question, c'est est-ce qu'ils seront capables de répondre présent en play-off? L'an dernier, Peyton Watson était injouable dans la série face à Minnesota. Donc, ce sera le test ultime à la fin de la saison pour ces 3 joueurs. Mais Christian Brown, pour le coup, lui a déjà prouvé qu'il avait peur de rien. Il l'a prouvé face au Heat en finale en 2023. Et voilà, et je trouve que ce joueur est absolument épatant. Et je suis très content de comment ça se passe. Voilà. Quelqu'un veut réagir, Charlie? Non, mais alors je suis d'accord avec toi. D'abord, sa progression fait plaisir à voir, c'est sa 3e saison, et c'est vrai que sa capacité à être titulaire et à remplacer KCP était un des enjeux majeurs de la saison de Denver. Il répond tout à fait aux attentes, même plus que ça, je suis d'accord avec toi. Il apporte des choses que n'apportait pas KCP. On sent que il apprend il apprend le basket aux côtés de Jokic qu'il côtoie depuis sa draft. Il comprend son rôle, il comprend ce qui est attendu de lui et il s'exécute très très bien. Maintenant, voilà, comme tu l'as dit au début et je dis pas ça du tout de manière méprisante. Il profite énormément de la présence de Jokic. Moi d'ailleurs, c'est un truc qui m'inquiète. Hein. Jokic, il a jamais autant joué de sa carrière que cette saison. Il est à plus de 38 minutes par match et je trouve que c'est complètement aberrant. Mais c'est juste que quand il joue pas, c'est une catastrophe. Ouais, mais oui, mais c'est ça. Et donc, je suis pas terrible. d'accord avec toi quand tu dis que il est en train de donner raison à Calvin Booth. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. En fait, Calvin Booth, il aura raison le jour où les Nuggets seront à nouveau favoris pour le titre en misant sur leurs jeunes, ce qui est pour le moment pas le cas à mes yeux. Et voilà, je pense vraiment qu'on mesure pas l'impact qu'a Jokic cette saison. T'en as dit quelques mots en préambule de ton propos sur Brown, mais je crois que l'offensive rating de Denver quand il joue pas tombe à 80, 85 et quelques. Enfin, Il y a quasiment 40 points de différence. Non mais voilà, c'est hallucinant. C'est quasiment du jeu. Enfin, c'est en fou. termes de on-off, on est sur des chiffres tellement historiques que je crois Ouais. qu'on est quasiment à x2 par rapport au précédent record. Enfin, non mais vraiment, on est des fans de Jokic, toi et moi, mais croyez-moi que là, ce qu'on dit, c'est factuel en fait. Là, Jokic est en train de faire quelque chose d'hallucinant et donc Christian Brown en profite énormément. Ça n'empêche pas qu'il a des qualités incroyables, qu'il est très très fort, que c'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Ses qualités athlétiques dont on parle assez peu sont remarquables et d'ailleurs Rudy Gobert y a goûté de près. Donc voilà, super joueur. Maintenant, moi, gros bémol sur cette équipe de Denver par l'utilisation de Jokic, je suis désolé, mais si dans 3 semaines Jokic se pète, on pourra pas être surpris. Ouais, c'est sûr que c'est parfaitement inquiétant côté Denver d'être à ce point dépendant de Nikola Jokic pour gagner des matchs. N'importe quel match que tu regardes, dès qu'il est sur le banc,
S'il y a une avance, elles font comme neige au soleil. Si c'est au coude à coude, ils sont en train de prendre la flotte dans tous les sens, quoi. Il y a quelques améliorations ces derniers temps. J'ai l'impression que Michael Malone est en train de trouver un 5 avec Westbrook. Il a notamment totalement viré Dario Saric de la rotation et ça marche un peu mieux comme ça, mais en jouant un jeu extrêmement rapide en fait, où ça court énormément. Et c'est peut-être la solution, mais on verra bien. Flo, un mot sur Christian Brown et après on enchaîne sur ton joueur. Eh ben, je vais faire très court. Il est le présent et un peu le futur de la destinée des Nuggets. Ouais. Alors quand je dis futur, bien sûr, pas franchise player, mais c'est vrai que ces performances vont beaucoup soulager les Nuggets. Moi, c'est Jamal Murray au final qui me fait peur beaucoup à Denver aujourd'hui. Enfin, clairement, c'est quand même un joueur qui est excessivement souvent blessé, qui est souvent pas dans son assiette, qui est souvent limité physiquement. Et pour moi, c'est quand même le plus gros pari qu'ont fait Denver pour leur avenir, c'est et je le comprends, hein, de prolonger ce gars-là et de lui offrir le contrat qu'ils lui ont offert à l'intersaison. Mais waouh, c'est quand même chaud, quoi. Pour un mec qui est pas du tout All-Star, le mec est payé comme un multiple All-Star, quoi. c'est c'est un des gros problèmes pour moi côté Denver, parce que c'est de l'argent, c'est comme Michael Porter Jr., quoi, qui répond plutôt présent dans ce début de saison. Mais quand tu alloues autant d'argent à des joueurs qui sont dont la productivité est quand même très limitée ou très inconstante, bah, c'est un peu problématique. Ton joueur surprise, s'il te plaît, Florent. Bah, écoute, on va faire un petit cocorico avec Bilal Koulibaly Ouais. aux Wizards, bah, qui fait une bien belle saison. On savait qu'il avait des qualités défensives, qu'il a toujours d'ailleurs cette saison, il continue de le démontrer. Mais ce qu'on est en train de découvrir agréablement, c'est qu'offensivement, oulala, il en a dans sa petite besace le Bilal là. Non, il fait une très très bonne saison. Il y a deux choses à noter. Il diversifie un petit peu plus son jeu. Avant, c'était vraiment un joueur qui allait au cercle. Là, il y a un peu plus de shoot à mi-distance ou à courte distance, etc. Donc, déjà, bonne chose, son jeu se diversifie. Mais alors, revenons quand même un petit peu plus au jeu au cercle. Non, mais il est d'une efficacité indécente. Ouais. C'est quand il va au panier, il y a panier. Il est quand même à 90% d'adresse au cercle, c'est hallucinant. C'est en percentile, il est à 80, il est à 96, c'est-à-dire qu'il est dans l'élite. Quand il va au panier, vous êtes, enfin, 9 fois sur 10, c'est panier. C'est très très impressionnant. Il est devenu un vrai joueur avec un bagage offensif. Il y avait, quand il arrivait dans la ligue, des petites questions sur saurait-il être autre chose qu'un défenseur. Bah, je pense qu'il est en train de répondre oui, très clairement. Il a un gros temps de jeu quand même, il joue 35 minutes, mais parce que son coach lui fait confiance, hein, il a clairement gagné sa place. Les mauvaises langues diront c'est aux Wizards, faut quand même y arriver, parce qu'il a des minutes, mais il a des minutes efficaces. Donc non, c'est vraiment une très bonne surprise, parce que entre son année rookie, où on sentait quelque chose, mais bon, il était encore un peu vert, là on a vraiment un joueur qui, je trouve, a l'air beaucoup plus confiant en attaque, beaucoup plus serein, beaucoup plus dans l'instinct. On en parlait par rapport à Victor Wembanyama en début Mmh. d'émission. Alors lui, j'ai l'impression qu'il est dans l'instinct total. Il a confiance. Hein. Je pense qu'en ce moment, il est vraiment sur la planète confiance, Bilal, et c'est super plaisant à voir. Si je devais lui reprocher une petite chose, mais c'est en général un défaut de jeunes joueurs, il perd encore un peu beaucoup de ballons. Ouais. Mais s'il travaille là-dessus, ouais, c'est une belle surprise, quoi. Vraiment, même pour un sophomore, ce qui fait la progression et ce qu'il fait sur les 10 matchs là sont vraiment intéressants. Et c'est assez compliqué pour, en plus d'évoluer dans une équipe comme les Wizards. Euh, Quand même aujourd'hui, je trouve que c'est pas simple pour des joueurs comme ça. Et Bilal, j'aime bien la façon dont il a pas peur de chercher à s'imposer dans le jeu, même si c'est pas toujours. Enfin, il y a encore un manque de constance et c'est tout à fait normal. Et j'aime beaucoup les recrutements des Wizards au final. J'aime beaucoup la fondation de la jeunesse qu'il y a dans cette équipe. Que ce soit Bilal, il y a Carlton Carrington qui m'impressionne énormément. Il y a Keishon George que j'adore et il y a bien évidemment Alexandre Sarr.
Et je trouve que ces quatre-là, ce quatuor, a énormément de potentiel. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que sont en train de faire les Wizards actuellement. C'est une équipe que j'adore regarder jouer. Bizarrement, c'est très étrangement une des équipes que j'ai le plus regardé cette saison. Parce qu'ils ont joué beaucoup contre Atlanta, parce qu'ils ont joué contre les Warriors l'autre jour, et c'était excessivement intéressant ce match. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Charlie, Bilal. Bah moi c'est mon petit plaisir de ce début de saison. Koulibaly, j'adore le voir jouer. Alors oui, il évolue dans une équipe qui est pas la plus plaisante à voir, mais son impact sur le parquet est énorme, que ce soit défensivement ou offensivement cette saison, comme vous l'avez signalé. Son temps de jeu a été évoqué, bah, c'est carrément le temps de jeu le plus important de l'équipe. Preuve de la confiance que lui fait que Brian Keefe a pour lui. D'ailleurs, il a eu des mots très sympa. Il y a eu des hommages vraiment très sympas qu'il lui a rendu cette saison. Il a notamment expliqué qu'il voulait le voir avec plus la balle en main, qu'il pouvait créer beaucoup de choses. Lui a énormément évoqué l'aspect confiance en NBA, et c'est clair que quand on le voit jouer cette saison, on sent qu'il est tout à fait en phase avec les attentes de son coach et qu'il est en pleine confiance sur le parquet. La variété offensive qui a également été évoquée, bah, ça fait du bien de voir ça. Effectivement, au cercle, il est très performant, mais il a besoin d'avoir plus de diversité dans son jeu, et ça fonctionne très bien. Donc, génial, franchement, vraiment, vraiment un plaisir de le voir jouer cette année. Ouais, carrément. Ouais. C'est franchement, un des gros plaisirs de ce début de saison pour moi, ça a été les Wizards au final. Bah, je suis bien d'accord avec toi. Je sais pas pourquoi j'aime bien cette équipe. Je te dis, les Carrington et Keyshawn George, là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces joueurs-là. Je trouve qu'ils ont j'adore leur attitude sur le terrain. J'aime bien. Charlie, ton joueur à toi. Alors moi, je vais parler de Ty Jerome, qui sort d'une saison aux oubliettes un peu, seulement 2 matchs joués, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il avait eu une sale blessure à la cheville, il me semble. Et là, il est en train de complètement rattraper le temps perdu. Les Cavs ont un des meilleurs bancs de la ligue en termes de net rating. De mémoire, ils sont sur le podium, je crois, avec le Thunder et les Warriors. Et il a un très 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 gros impact dans cette statistique, au-delà de l'aspect purement stat, parce qu'il tourne à 10 points, à 10 points, 3 passes, je crois, à 57% à 3 points. Ce qui m'impressionne vraiment, moi, c'est sa compréhension du jeu, sa capacité à dicter le rythme. Atkinson a énormément parlé de son QI basket ces derniers temps en conférence de presse, et honnêtement, on comprend vraiment pourquoi. Sa gestion des temps faibles de son équipe, notamment, je la trouve vraiment vraiment remarquable. En fait, il s'adapte constamment à ce dont son équipe a besoin, même on sait bien que c'est pas un cadre défensivement, mais pour autant il se cache pas, il arrive à mettre de l'intensité, il se bat offensivement, il est capable de vrais coups de chaud, comme contre Golden State il y a quelques jours. Il a un flotteur aussi qui est très très propre. Il est en train d'atteindre une vraie maturité sur le parquet à 27 ans, et on sent il a vraiment bien trouvé sa place dans Ouais. cette équipe, avec un coach qui lui fait confiance, qui n'hésite pas à lui confier des responsabilités. Et alors, je sais qu'il n'a pas forcément l'impact statistique qu'un 6e homme de l'année doit avoir, mais de l'impact sur le parquet, il en a. Et pour les Cavs, c'est ça le plus important. Il est une des raisons importantes de leur remarquable début de saison. Et c'est vraiment un joueur que j'apprécie voir sur le parquet. Il fait un peu partie de ces joueurs un peu sous-estimés, parce que statistiquement, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qu'il fait, mais il sait vraiment jouer au basket en tenant compte non seulement des besoins de son équipe, mais aussi des circonstances du match. Et voilà, c'est un profil extrêmement utile en sortie de banc que moi j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce choix-là, effectivement. C'est un des joueurs qui m'impressionne le plus dans ce début de saison. Comme tu dis, son intelligence de jeu à ce joueur est absolument épatante. Et en plus, on l'avait un peu oublié, tu vois, parce que comme la saison dernière, il a pas été là. Moi, c'est vrai qu'au début de saison, quand j'ai commencé à regarder les Cavs, je me suis dit putain, mais c'est vrai, ce mec-là, il est en sortie de banc, Hmm. et il fait vraiment Mais, du bon boulot, quoi. mais, mais moi, je me suis demandé qui était ce joueur. À un moment, je me suis dit, mais attends, mais c'est le même gars qui est passé par le Thunder et tout, là. On parle du même type. Et moi, j'avais le souvenir de lui, d'un petit gars frêle, défensivement injouable. Et voilà, j'ai pas trop suivi son. Enfin, c'est pas un joueur qui m'a captivé dans son début de carrière. Mais Ah, moi, là, j'avais aucune attente, ouais. force est de constater que il a opéré une transformation dans son jeu qui est vraiment épatante. Je comprends tout à fait ton choix. Flo, t'as un mot à dire sur Ty Jerome ou pas? Je pense que c'est le genre de joueur que les coachs aiment bien parce que quand il rentre sur le parquet, tu sais ce qu'il va faire, il le fait plutôt bien et il n'y a pas trop de déchets.
Non, non, c'est en plus bien qu'il revienne parce qu'il y a eu des pépins physiques. Mais ouais, c'est un bon petit ajout de banc, ça. C'est le genre de joueur que t'aimes bien avoir dans ton équipe. Ouais, carrément. Mon deuxième joueur à moi, c'est Grady Dick, joueur des Raptors. Je pense que l'an dernier, on aurait pu déclarer sans sourciller une seconde que les Raptors s'étaient totalement vautrés en sélectionnant Grady Dick avec le 13e choix de la draft. Sa saison rookie était plutôt en demi-teinte. Il a fait un passage en G-League. Il a joué 7 matchs, des pourcentages de réussite catastrophiques, 14 points de moyenne. Enfin, rien qui te permette de dire ah, c'est cool, on a un bon joueur entre les mains. Et là, tout d'un coup, cette saison, on va savoir pourquoi, mais limite, le gars, il ressemble à un futur franchise player. Il a un jeu à mi-distance redoutable. Il a un tir d'une fluidité absolument limpide. Il est hyper intelligent dans le jeu, que ce soit en attaque comme en défense. Alors, tout n'est pas parfait, hein, mais alors, très franchement, aujourd'hui, si tu fais un bilan des joueurs de seconde année de la classe de draft 2023, tu as Victor Wembanyama qui est en numéro 1 potentiellement, mais juste derrière, tu dois potentiellement avoir Grady Dick, quoi. Où il est au moins dans le top 3, tellement il est épatant. Et, euh, et voilà, et je trouve ça absolument génial, son histoire. Et plus je regarde ce joueur évoluer sur le terrain, plus je suis épaté par enfin, je sais pas, par son côté incisif, par le fait qu'il est pas froid aux yeux, qu'il sait exactement où aller chercher ses points, alors qu'il joue dans une équipe qui est clairement en train de jouer de jouer la défaite, quoi, pour essayer d'avoir la chance de drafter Cooper Flag à la fin de la saison. Mais voilà, on a un jeune talent dans un incubateur que sont les Raptors actuellement, et potentiellement ça peut devenir une pièce majeure de la franchise. Je pense que les Raptors ne s'attendaient pas forcément à ça. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et Grady Dick, pour moi, c'est une des grosses surprises de ce début de saison, clairement. Charlie. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. On l'a longtemps présenté avant tout comme un shooter un peu unidimensionnel. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'on me l'avait décrit au moment de sa draft l'année dernière. Et c'est pas le cas du tout. Alors, oui, son shoot est fiable avec une très belle mécanique, mais moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est sa capacité à mettre du mouvement et de la vitesse, à Ouais, finir au cercle. Il a mis quelques carrément. superbes lay-ups cette saison. Je trouve il est dans une équipe qui joue rien, donc il va pouvoir continuer à se développer. Et ouais, j'ai très très hâte de voir le joueur qui va devenir. Il était pas du tout sur mon radar en début de saison, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est très clairement le cas. En plus, je trouve que défensivement, il s'en sort. Il est assez long pour se battre avec sa taille. Alors évidemment, il doit encore beaucoup progresser dans sa compréhension tactique. Mais honnêtement, ouais, très très bonne surprise. Je suis d'accord avec toi. Oui, il doit aussi bosser sa tenue de balle et sa création, mais Ouais. ça, il a largement le temps. Maintenant, en termes d'efficacité offensive, c'est plutôt encourageant. En tout cas, il est sur une pente largement ascendante, clairement. Aussi parce il joue beaucoup plus de minutes et il a beaucoup plus de tirs, hein. Il était à 7 tirs tentés l'an dernier, il en est à 15 cette saison. Forcément, ça change la donne. Mais tourner à 20 points de moyenne dans la ligue quand tu as 21 ans, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Ah Très bah clairement, hein. c'est le seul sophomore qui concurrence un peu Wembanyama au scoring cette saison, c'est clair. Et c'est quelque chose de tel, enfin, qui, moi, ne peut que forcer mon respect, clairement. Florent, un mot sur Grady Dick avant de nous donner ton deuxième joueur. Ouais, vous avez à peu près tout dit, mais c'est vrai il est très propre offensivement et on a l'impression que voilà, il y a vraiment une marge de progression et qu'il a l'air de bien apprendre de ses erreurs et de bien progresser. Ouais, ça va être intéressant de voir jusqu'où il peut monter et ça peut donner des Hmm. heures heureuses aux Raptors et ils en ont besoin. Ouais, carrément. Ouais. Non, mais l'évolution, clairement, ce joueur est sur mon radar aujourd'hui plus que jamais, quoi. Moi, je m'intéressais pas du tout à Grady Dick et là, ce début de saison, pareil, ça a été une vraie. Enfin, c'est le principe de la conversation qu'on a sur ces joueurs-là, mais ça a été une vraie claque pour moi de tomber sur ce joueur. Florent, ton deuxième joueur. Alors, c'est Ivan Zubac des Clippers, le pivot. Alors d'abord, j'ai une petite question. Savez-vous combien de 3 points il a pris sur les 4 dernières saisons, celle-ci incluse? 5.
Ouais, allez, 3. Non, bah la réponse est 2. Ah, j'étais pas loin. Ouais, pas loin. Ouais. Alors c'est pour vous dire que voilà, Zubac, c'est pas forcément le pivot moderne et le roi du spacing, ça c'est sûr, mais il fait quand même une bonne saison et c'est surtout et là-dessus on peut sans doute féliciter le coaching. Il est utilisé un peu différemment. Alors ok, son temps de jeu a augmenté, mais son usage aussi, c'est-à-dire qu'il est sur le terrain, il l'utilise. Et là où il est assez intéressant, je trouve, et là où il a beaucoup progressé, c'est qu'il shoot un petit peu moins sous le cercle. Il a reculé un petit peu plus pour voilà des petits shoots à mi-distance, etc. Où il se débrouille pas trop mal parce que paradoxalement, pour comme je le disais, ce pivot un peu à l'ancienne sous le cercle, c'est pas là où il est le plus fort. Mais je trouve que maintenant, il commence à se dégager un petit shoot plutôt serein. Ça devient intéressant. Et puis là, alors là où il a véritablement progressé, c'est pour provoquer des fautes. Il en provoque beaucoup plus cette saison que dans toutes ses précédentes saisons. Donc ça lui fait des petits lancers francs. Alors malheureusement, c'est pas le roi de l'adresse dans ce registre-là, mais ça change beaucoup. Mais un petit ajustement offensif. Et puis toujours, moi je trouve quand même que je sais bien que depuis un an ou deux, je sais pas, il y a une cabale anti-Zubac, mais je trouve que c'est un joueur qui défensivement fait le taf notamment au niveau du rebond. C'est un peu voilà le joueur qui fait les tâches ingrates, mais il faut bien qu'il y en ait qui les fassent. Et je trouve que ça, il continue de le faire. Et en plus, cette année, il y a un petit progrès offensif. C'est intéressant, quoi. Et la santé des Clippers, il en fait partie, notamment. Donc voilà, moi, c'est petite surprise. Et puis, je suis content parce que, comme je le dis, c'est un joueur qui s'est pris mauvaise presse, peut-être de manière un peu excessive parce que c'est pas une star et il le revendique pas, mais ça reste quand même un joueur qui fait du bon taf du côté des Clippers. Ce qui est très drôle avec Ivica Zubac, c'est que c'était un joueur dont se sont débarrassés les Lakers sans réfléchir deux fois à ce qu'ils étaient en train de balancer dans un transfert dont ils n'avaient absolument, ils avaient absolument aucune obligation de mettre Zubac dans l'équation. Et c'est assez fabuleux de voir sa marge de progression à ce joueur-là depuis toutes ces années maintenant. Et effectivement, aujourd'hui, en termes de, de, comment dire, de pivot en NBA, il a complètement creusé son espace. C'est un des meilleurs rebondeurs de la ligue. Et moi, ce qui m'épate le plus avec lui, c'est sa défense. Défensivement, Zubac, il est extraordinairement efficace. Et je pense que beaucoup de gens pourraient le regarder Zubac au premier regard et se dire, mon Dieu, ce gars-là est pâteau, se déplace mal. Comment fait-il pour survivre dans l'NBA moderne défensivement? Et je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien. Et je rajouterai une dernière chose, c'est que la masse de travail qu'il a effectué avec James Harden pour travailler sur cette espèce de jeu en pick and roll, pareil, bravo à lui parce que on voit que c'est un joueur qui a toujours su se donner les moyens de progresser dans la ligue, de développer son jeu pendant tout au long de sa carrière pour le moment. Et franchement, je trouve ça admirable la progression qu'il a ce joueur. Charlie. Bah ouais, ouais. Alors pour revenir sur ce que tu disais sur le trade, effectivement, les Clippers n'avaient même pas demandé Zubac. Hein, c'est les Non. Lakers qui l'ont foutu dans le package. Et pour l'anecdote, Jerry West, enfin l'anecdote veut que Jerry West, en racontant cette histoire un soir à un dîner, ça a enchaîné derrière sur un fou rire où tout le monde s'est foutu de la gueule des Lakers. Donc voilà, ça c'était pour donner un peu plus de détails. Il a été prolongé cet été, je crois, pour un peu plus de 58 millions sur 3 ans, et franchement, c'est très bien, vu son apport. Moi, je suis très content de le voir à ce niveau. C'est un joueur qui m'a parfois un tout petit peu frustré à son époque Lakers, parce que j'ai toujours trouvé qu'il avait des très bonnes mains, et donc j'avais pas mal d'attentes à son sujet, mais très franchement, il était si mal utilisé. Enfin voilà, c'était les Lakers de Walton, c'était quand même pas, c'était pas l'éclate, quoi. Bon, je suis content parce que je suis d'accord avec vous. C'est quelqu'un qui a rarement été mis en avant et pourtant il progresse constamment. Aujourd'hui, il est devenu un défenseur fiable. Et puis c'est bien en plus parce que ça fait un moment maintenant qu'il est chez les Clippers. Je crois qu'il y est depuis 2018. Je suis content qu'il fait partie il fait partie de ces joueurs qui profitent entre guillemets du départ de Paul George et des absences de Kawhi pour se mettre plus en avant. En fait,
il est un des leaders de cette équipe des Clippers. Il a 27 ans, il est là depuis longtemps et vraiment il représente un peu ce truc où bah ok, on n'a plus les stars, c'est fini les paillettes. Maintenant c'est collectif et on se serre les coudes et on essaye de faire du mieux qu'on peut pour s'en sortir cette saison. Et je trouve qu'il incarne vraiment ça et que ça fait du bien de voir ça. Donc je suis très Ouais, content. Ouais. carrément. Charlie, c'est toi qui termine, qui clôture l'exercice avec ton dernier joueur, s'il te plaît. Ouais, bah, Norman Powell. On reste aux Clippers. Voilà, on reste aux Clippers, exactement. On va voir un des coéquipiers de Zubac et c'est certainement un des joueurs avec la plus grosse progression statistique pour le moment par rapport à la saison dernière. Hein. Il me semble qu'il passe de 14 à 25 points par match. Alors Ouais. évidemment, c'est aussi et surtout parce que son rôle a changé de sixième homme à titulaire indiscutable et même parmi les premières options de ces Clippers. Mais ses pourcentages sont à la hauteur de ce rôle, notamment à 3 points, puisque le type est tranquillement à 50% d'adresse derrière l'arc, en prenant quand même 8 par match. Ouais, c'est fou. C'est une belle petite performance. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'au regard de son apport offensif, il pourrait être un peu en dilettante défensivement ou au moins ne pas se donner Ouais. à 2000%, mais franchement, c'est pas le cas. Alors évidemment, je le compare pas à Kawhi, hein. On sait très bien qu'il a pas les mêmes qualités défensives que Kawhi, mais n'empêche qu'il se cache pas, il triche pas, il se bat, notamment au rebond. Et ouais, je trouve qu'il correspond tout à fait à ce qu'essaye de mettre en place cette équipe des Clippers, articulée autour du trio Harden, Zubac, Powell, en l'absence de Kawhi. Et ça me fait plaisir de voir ça. En fait, moi, mon espoir cette saison pour les Clippers, c'était de voir cette équipe vraiment miser sur le collectif, se donner à fond, se battre pour faire du mieux possible, même sans le casting 5 étoiles qui a été promis pendant des années avec les stars qui étaient présentes. Et je craignais un tout petit peu, si tu veux, qu'en l'absence de solution offensive fiable, Harden soit tenté d'arroser. Ça a été un tout petit peu le cas d'ailleurs sur le premier match de la saison face à Phoenix, où on en avait parlé, où il avait pris 30 tirs. Et moi, je t'avais dit, j'ai un peu peur que ça soit ça cette saison, les Clippers, tu vois, que toute Ouais. tentative collective soit un peu tuée dans l'œuf par du hero ball de Harden. Et en fait, c'est pas du tout le cas, et tant mieux. J'adore voir Harden quand il enfile sa tenue de chef d'orchestre. Et en plus, je trouve que ça gagne nettement plus que quand il est soliste. Donc voilà, Norman Powell profite beaucoup de tout ça et ça fait plaisir. Elle est combative, cette équipe des Clippers, je trouve. Ouais, elle est chouette. Je suis d'accord. Ça se bat sur le terrain. C'est pas toujours bien récompensé. Il s'écroule parfois en fin de match parce que Harden il est cramé, il a du mal à tenir parce que il y a une débauche d'énergie telle que au bout d'un moment, enfin voilà, ils ont clairement besoin de Kawhi Leonard. Mais comme ouais, très bon choix, Norman Powell, absolument épatant, 32 ans de son passage à Toronto à aujourd'hui, ce qu'il fait sous le maillot des Clippers, franchement, c'est assez épatant, effectivement. Et une des grosses bonnes surprises côté Clippers cette saison, effectivement. Flo. C'est vrai que Powell et Zubac, c'est ça, ça vend peut-être moins de maillots, c'est moins paillettes, mais ça reste quand même des bons joueurs qui font le travail, qui sont des joueurs qui s'intègrent dans un rouage. Ça peut être l'occasion pour faire un petit coucou à Nicolas Batum. Et Ouais. ben ça fonctionne quand même, c'est-à-dire que c'est quand même bien d'avoir des joueurs qui ont leurs tâches bien spécifiques, qui savent les faire, qui connaissent leurs forces et leurs faiblesses, et ça fonctionne, et c'est vrai que ça tourne pas trop mal quand même, cette équipe. Ouais, et puis ils jouent des Avec, matchs, quoi, contrairement à Kawhi Paul George. Exactement, ouais. ouais, Tout à fait. Ouais, tout à fait. J'aime bien le recrutement. Chris Dunn, je le trouve vraiment impressionnant défensivement. Derrick Jones Jr., il apporte vraiment quelque chose. Alors tout ça est bien évidemment perfectible, il n'y a pas de problème. Amir Kofi aussi, extraordinaire progression. non, mais il leur manque un franchise player, Ouais, ouais. présent. Et bon, Terrence Mann, il est pas. C'est peut-être ma plus grosse déception de côté Clippers de cette saison, c'est Terrence Mann. Je pensais qu'il allait, avec l'absence de Paul George et Kawhi, s'exprimer beaucoup plus. Je pensais vraiment que c'est un joueur qui aurait alors pas la production qu'a Norman Powell pour le coup, mais quelque chose de proche, je sais pas, mais un joueur qui est dans la quinzaine de points par match et qui apporte, enfin qui est vraiment un energizer en sortie de banc, quoi, ou quelque chose comme ça. Et c'est pas du tout ce qui se passe pour lui malheureusement. Et ça, je suis assez déçu.
de lui. Mais sinon Norman Powell, ouais, c'est absolument incroyable ce qu'il fait. Très très bon choix. Merci beaucoup Charlie, merci beaucoup Florent d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous les gars. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir, toujours un bonheur de partager ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un excellent week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. À ciao, bye bye.